Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la première partie du bilan lecture de ce mois de mai, qui est aussi le mois de la fantasy, mais vous allez voir que je n'ai pas lu que des livres de fantasy, mais j'en ai quand même lu pas mal. Donc en sachant que j'ai déjà entre 7 et 8 livres à vous présenter pour cette première partie, je me suis dit écoute, fais deux parties. Fait de partie, ce sera plus intelligent. Voyez l'anticipation, c'est extraordinaire. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour vous parler de 7 livres, je crois, entre autres, que j'ai lus en ce début de mois de mai, mi-mai, voilà, et que j'ai grandement apprécié. Il y a un livre de fantasy que j'ai mis 1 sur 5. Je n'ai même pas les mots pour ce livre, et donc je vous en parlerai vendredi dans une review complète où je vais m'énerver gravement sur ce livre et les propos qu'il tient. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo de vendredi. On va commencer par les livres que vous avez pu voir derrière moi. Il s'agit des 7 premiers tomes de The Promised Neverland. Donc voilà, The Promised Neverland. Je pense que vous l'avez vu passer un petit peu partout. C'est l'histoire de principalement 3 enfants qui ont 11 ans. Et je sais déjà plus comment ils s'appellent. Ils s'appellent Ray, Norman et Emma. Voilà, c'est bon, ça y est, je me souviens. Et ils sont dans un orphelinat, en fait. Mais un orphelinat un peu particulier. Ils ne sont jamais allés à l'extérieur. Ils ont des numéros tatoués dans le cou. Ils sont en espèce d'uniforme qui sont blancs immaculés. Il y a une partie de la forêt à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Et en gros, quand les enfants s'en vont de cet orphelinat, ils ne donnent plus jamais de nouvelles. Vous sentez venir le petit problème? C'était génial. Voilà, j'en suis, du coup je suis à jour puisque le tome 8 sort le 19 juin si je ne dis pas de bêtises. Et je suis à jour, j'ai lu les 7 tomes parce que c'est un manga qui se lit hyper vite. Et très sincèrement, j'ai adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages. Les 3 personnages principaux sont hyper intéressants et les personnages secondaires autour sont aussi intéressants, notamment le personnage de maman, celle qui tient l'orphelinat. C'est un personnage hyper complexe qu'on a du mal à cerner et j'aime beaucoup ce genre de personnage d'adultes. On voit pas beaucoup d'adultes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants. Mais ça m'a fait hyper plaisir de relire un bouquin avec des enfants intelligents et des enfants qui sont quand même des enfants en fait. Je trouve que les auteurs ont réussi à hyper bien capturer l'enfance et le sentiment, le sentiment qu'on a quand on a une dizaine d'années ou un peu moins. Et j'ai trouvé ces enfants tellement attachants, hyper courageux et tout, et je les adore. Mon livre préféré perso, mon tome préféré c'est le 5. Mes tomes préférés, franchement 2, 3, 4, 5, c'est vraiment les tomes où je me suis le plus éclatée. Les 2 derniers tomes sont pas du tout mes préférés et le 1 est pas mon préféré non plus. On a le fait qu'il y a les 2 garçons et la fille qui sont voilà le trio principal. Et on a l'explication au début que les 2 garçons c'est les plus intelligents et qu'en gros la fille elle a que le côté physique, c'est-à-dire que elle est hyper impulsive, hyper émotionnelle. En gros on peut pas lui dire de trucs parce qu'elle sait pas se contrôler émotionnellement, nana, et j'ai trouvé que c'était hyper redondant dans je veux dire la caractérisation d'un personnage féminin. Mais au fur et à mesure Emma prend plus de place, elle prend plus d'assurance et elle est plus complexe aussi et elle a des relations différentes de celles qu'elle avait avec les 2 personnages principaux masculins au début du tome 1 et la relation est plus équilibrée en fait et moins genre moi je suis intelligent et toi en gros toi t'es le corps et moi je suis le cerveau et donc on peut travailler ensemble mais voilà toi t'es pas hyper intelligente et tout et j'ai trouvé qu'au début j'étais là. J'ai un peu de mal avec cette manière de voir les choses. Mais au fur et à mesure, ce qui m'avait choqué dans le tome 1, ce qui m'avait un petit peu dérangé, genre pourquoi on dit ce genre de choses, et du coup ça a été mieux amené dans les tomes d'après et ça a été mieux expliqué en fait parce que je suis pas contre les personnages féminins qui sont émotionnels, qui sont impulsifs, etc. Mais là c'était vraiment stéréotypé, genre les 2 garçons, oui ils ont du sang-froid et tout, ils peuvent prendre du recul alors que elle non c'est une femme, enfin c'est une femme du coup une petite fille, elle peut pas prendre du recul, elle est trop dans les sentiments et j'ai trouvé qu'au fur et à mesure ça se diversifiait et c'était pas aussi stéréotypé que ça. Donc voilà, ça m'a bien plu aussi qu'on approfondisse le personnage féminin et aussi les 2 personnages masculins. Donc je vous recommande de lire cette petite saga de manga The Promised Neverland. Franchement
franchement c'est très sympa. C'est des amis qui me l'ont prêté, donc voilà, ils iront acheter le tome 8 et ensuite je leur emprunterai. J'ai notamment lu pour la première fois Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Et j'ai bien aimé quand même, voilà, j'ai mis 4 sur 5. J'ai trouvé que c'était hyper poétique, la fin m'a beaucoup touchée, enfin tous les messages qui passaient, la morale et tout, étaient hyper bien faites. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que voilà, ouais, c'était hyper bien écrit, que c'était un truc à lire une fois dans sa vie. Après, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est leur livre préféré, et moi, clairement, je pense que ce sera jamais mon livre préféré, et peut-être que si je l'avais découvert en étant un peu plus jeune, si on me l'avait lu quand j'étais petite, etc., ça m'aurait peut-être, j'aurais peut-être une histoire qui m'attacherait plus à ce livre que maintenant, mais aujourd'hui voilà c'est pas le cas. J'ai été touchée par les mots et la poésie de Antoine de Saint-Exupéry, mais au-delà de ça, on va dire que voilà, c'est pas devenu mon livre préféré, mais c'est quand même un très bon livre et un très bon classique qui est hyper abordable pour tout âge, donc j'ai trouvé ça hyper cool aussi. Ensuite, durant cette semaine, j'ai écouté l'audiobook de Watch Us Rise de Renée Watson et Helen Hagen. Et c'est l'histoire de deux personnages féminins qui sont en première dans un lycée new-yorkais en fait. L'une est latina, l'autre est afro-américaine et grosse aussi. Et voilà, et en gros elles sont dans un lycée et elles sont dans des clubs différents, le club de théâtre et le club de poésie. Et ça va mal se passer en ce début d'année à cause de leur conscience féministe, on va dire, qui s'est accrue au fur et à mesure des années. Et au bout d'un moment, elles en ont marre, pour celle qui fait le club de poésie par exemple, de n'étudier que des poètes blancs, cis, straight, voilà, hétéros, morts. Enfin voilà, elle dit, est-ce qu'on pourrait pas étudier, je sais pas, une personne de couleur, est-ce qu'on pourrait pas étudier une femme, est-ce qu'on pourrait pas étudier un poète contemporain, enfin, et c'est vrai que les personnes de son club voilà, lui disent ouais, enfin, genre t'en fais trop et tout, donc enfin voilà, c'est un point de vue, c'est intéressant à entendre. Il y avait des scènes assez compliquées en fait dans ce bouquin, des scènes auxquelles j'ai été confrontée moi aussi, enfin quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au sujet féministe et que les gens autour de moi étaient pas forcément prêts à ce que je commence à leur parler voilà, de choses et le patriarcat et gna et je sais que mes parents m'ont souvent dit genre mais calme-toi, genre oh, tu me saoules, j'ai pas envie d'en parler et tout, et c'est un peu ce qui se passe aussi avec les personnes de leur lycée, et des fois leurs parents ont envie de diversifier un petit peu ce dont ils parlent dans leur club, donc elles fondent un club féministe qui s'appelle Write Like a Girl, donc écrit comme une fille, et qui vient du principe, c'est, tu sais, je te tutoie, non, vous savez, genre, oh, il court comme une fille, oh, il frappe comme une fille, et là du coup c'était à partir du principe, de ce même principe, c'était, voilà, j'écris comme une fille, notamment parce que bah, y avait plein de filles dans ce club, enfin de base elles étaient que deux, et elles avaient un blog, et du coup elles parlaient de ce qu'elles, voilà, de la société patriarcale, hétéronormative, etc. Tout ce genre de sujets du féminisme actuel, 21e siècle 2019, puisqu'il est sorti en 2019. C'était hyper intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé les thématiques que ça abordait. En fait ça a passé ou cassé, je préfère vous le dire, pour les lecteurs et lectrices. C'est-à-dire que en gros, il y a quasiment aucune personne qui a été neutre sur ce bouquin. C'est hyper divisé. Il y a autant de personnes qui l'ont détesté, qui ont mis 1 sur 5, une étoile sur Goodreads, que de personnes qui ont mis 5 sur 5 et qui ont adoré. Et moi, bah, comme vous pouvez vous en douter, je me trouve dans la deuxième catégorie. J'ai mis 5 sur 5 et j'ai adoré ce bouquin. Donc si ça vous intéresse et que vous pouvez le lire en anglais, je vous recommande de le lire si vous êtes voilà, intéressé par cette histoire et ce genre de bouquin. J'ai lu The Cruel Prince de Holly Black. Je partais dans ce bouquin en étant pas du tout convaincue, en étant en mode je suis sûre que ça va pas me plaire, parce que j'avais vu des reviews de personnes que je suis plus ou moins assidûment, qui avaient dit que c'était vraiment pas bon, mais Marion me l'a offert pour mon anniversaire, donc merci Marion de la chaîne Entre les lignes, et elle avait adoré évidemment, donc elle voulait me pousser à le lire, et je crois qu'il y avait que ça qui m'aurait poussé à le lire, qu'elle me l'offre, donc je me suis dit bon bah écoute, c'est le moment. Et voilà, je ne me souvenais déjà plus du nom de la fille. C'est l'histoire de Jude, elle est au pays des fées, mais c'est une humaine, parce que sa demi-sœur en fait est mi-fée, mi-humaine, et quand elles avaient genre une dizaine d'années, le père Faye de leur demi-sœur est venu, a buté leurs parents, et les a emmenées toutes les trois, parce qu'elles sont trois sœurs du coup, au pays des Faye.
où il a une place assez importante de général, et en fait il est parti du principe que les deux sœurs jumelles de sa fille, et ben il allait s'en occuper et elles allaient suivre les mêmes cours que la royauté Fae, etc. Donc les Fae détestent, méprisent les humains en disant que, bah voilà, enfin, quelle est la vie d'un humain comparée à la vie d'un Fae qui vit des millénaires et tout, machin, et que eux, c'était limite des insectes qui grouillaient sur le sol, et que eux, les Fae, ils étaient tellement au-dessus, machin. Donc ça se passe pas hyper bien pour elle, pour ses deux sœurs. Il y a Jude, et je ne sais même plus le nom de sa sœur jumelle, parce qu'elle est inutile, je suis désolée, mais c'est vrai. Et Jude... Elle ne rêve que d'une chose, c'est de devenir chevalier. C'est voilà, c'est d'avoir. Elle a eu une grosse, enfin, elle a beaucoup d'ambition. Elle est hyper ambitieuse, mais elle a aussi un besoin de reconnaissance qui est ouf. Et du coup, elle va tout tenter pour essayer d'être dans les bonnes grâces de certains princes, parce qu'en fait, il y a le dernier prince de la lignée, ils sont genre 7 enfants, je crois. Et le prince Cardan, en fait, lui fait la misère, mais totale. Enfin, c'est du harcèlement scolaire ou harcèlement tout court. Mais enfin, ça va à un point, franchement, où tu te dis, j'espère qu'ils vont pas faire une romance entre Cardan et Jude, parce que c'est hyper toxique, du coup, c'est hyper problématique. Mais voilà, je vous en dirai pas plus sur cette relation, voilà. Cardan, je ne l'aime toujours pas, même à la fin de The Cruel Prince. Enfin, je sais pas si on est censé s'attacher à lui ou non, mais je veux dire, j'ai du mal à m'attacher à quelqu'un qui est aussi horrible et qui croit que parce qu'il ressent une espèce d'attraction envers une personne, ça l'autorise à être hyper méchant avec cette personne et à la harceler, quoi, et à abuser, enfin, abuser d'elle, enfin... Voilà, j'ai... relation problématique les enfants, relation problématique, mais qui est pas genre... je veux dire, elle est pas romantisée. Donc, je pense que l'autrice sait que c'est problématique et dit voilà, ok, il y a une relation, elle est très problématique, c'est une relation quand même, mais je vous préviens, elle est problématique. Donc, dans ce cas-là, quand on dit il y a une relation problématique et que l'autrice le sait et qu'elle essaie pas de dire mais non, c'est une super chouette romance, vous comprenez pas. Voilà, pour moi, en tout cas, elle était au courant de ce qu'elle écrivait. Et du coup, enfin, je sais pas, pour moi, ça enlève un peu de la force de ce qu'elle écrit parce que Cardan, voilà, on romance pas le personnage de Cardan et en fait, on sait qu'il est pas hyper, qu'il est pas hyper sain et qu'il est même carrément toxique et carrément problématique le fait qu'il vive des choses pas forcément cool chez lui ne résout pas tout et n'excuse pas tout. J'ai trouvé que c'était plutôt bien balancé. Quant au personnage de Jude, il a été détesté par bon nombre de personnes et de lecteurs et lectrices. Moi, je l'ai trouvé plutôt réaliste. Effectivement, c'est pas la personne la plus intelligente, elle fait des erreurs, mais en même temps, je veux dire, c'est son caractère dans le sens où c'est quelqu'un de super impulsif, c'est quelqu'un qui est aussi ambitieux. Typiquement, Jude est la serpentarde par excellence, j'ai l'impression. Et du coup, elle a l'impression d'être intelligente, donc elle va essayer de manipuler les gens, mais en fait les gens, ça fait des millénaires qu'ils sont en train d'avoir des complots politiques et tout, et qui tirent les fils, voilà, et elle arrive juste, elle a l'impression de comprendre quelque chose, et en fait, aux trois quarts du roman, je dirais, elle comprend qu'elle a rien compris, et qu'elle a fait fausse route pendant les 300 premières pages, et c'est hyper intéressant, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un personnage qui a envie de se venger, qui a envie de prouver qui il est, envie de prouver sa valeur, qui se sont dévalorisées par rapport aux personnes autour et qui a ce besoin de reconnaissance en fait. Ouais, j'ai trouvé son personnage intéressant. J'ai eu des petits... notamment le personnage de la sœur jumelle qui pour moi est moins que réaliste, c'est-à-dire c'est le genre de cruchasse qui va renier sa famille, sa sœur jumelle pour les beaux yeux d'un gars qui lui fait vivre, qui lui met la misère, mais pas possible. Tiens, en parlant de relations problématiques et de relations toxiques et tout, lui il se porte là, hein, je ne dirais pas qui c'est, mais je l'avais senti venir, mais franchement j'étais là, non s'il vous plaît faites pas ça parce que c'est horrible. Donc voilà, Jude elle est pas aidée non plus par sa famille, hein. J'ai rien contre la douceur d'un personnage féminin et je sais pas, le fait d'être pacifique, etc. Chez un personnage féminin, ça me va très bien, tant que en fait il y a une caractérisation qui est assez intelligente et intéressante, et que la personne, même si elle est douce, enfin ça veut pas dire qu'elle a pas de bon sens et pas de logique en fait. Je vois pas pourquoi on voudrait faire que des personnages féminins hyper forts et tout, ça n'a aucun intérêt. J'aime beaucoup les personnages féminins qui sont aussi plus calmes et plus doux et moins, je sais pas, moins rentre dedans et moins impulsifs, mais alors là, il lui manque carrément une case quoi, je suis désolée, enfin, je sais pas quoi, enfin elle a été élevée de la même manière que Jude et pourtant
Bon, perso, j'étais pas... Enfin, la sœur jumelle, je peux comprendre d'où elle vient, pourquoi elle fait des trucs, jusqu'à un certain point, mais alors à un point, j'étais là genre... À quel moment tu fais ça dans ta vie? Voilà, ce livre m'a donné beaucoup de choses à réfléchir et c'était typiquement le genre de fantasy qui est assez quand même traditionnel mais qui abordait des sujets et qui avait un rythme et une écriture et un monde qui faisait qu'on se disait oui ça change un peu, mais après c'est pas non plus le bouquin qui révolutionne le genre de la fantasy, voilà, il faut pas s'attendre à ça, mais j'ai hyper hâte de lire The Wicked King, que je vais lire bientôt d'ailleurs, probablement en cette fin de mois de mai, donc vous aurez la suite de mon avis. Et en tout cas j'aime bien la fin et je pense que ça va être hyper intéressant de suivre les personnages dans The Wicked King. Donc merci à Marion de me l'avoir offert. Et faites-vous votre propre idée par vous-même. Mais je pense que ça pourrait plaire vraiment à un grand nombre. Et peut-être que ceux qui en ont marre un peu de cette fantaisie devraient passer leur chemin de voilà, la fantaisie young adult. Parce que ce sera peut-être pas vraiment pour vous. En parlant d'une fantaisie qui change un peu et qui m'a beaucoup plu, j'ai envie de vous présenter le livre que j'ai terminé hier soir. Et c'est Véridienne de Chloé Chevalier, c'est le premier tome des récits du demi-loup. Et c'est une trilogie si je ne me trompe pas. Et je l'avais vu sur la chaîne de Lily Bookin, qu'on avait hyper bien parlé, du coup je l'avais acheté, je l'ai acheté il y a à peu près un an. On va suivre 5 personnages féminins centraux et un personnage masculin aussi principal. On va suivre les deux lignées de la royauté parce que le royaume du demi-loup, excusez-moi, a été divisé en deux. Le roi Maldim avait 2 fils et du coup il a dit bah écoutez voilà, je veux que mes 2 fils règnent chacun de leur côté. Et donc on a le royaume des Éponasses et on a le royaume de Véridienne. Dans le royaume des Éponasses, on a Calvina, la princesse Calvina, qui a une suivante et qui s'appelle Luftilde. Le principe de la suivante, c'est qu'il faut avoir un double de la princesse, quelqu'un qui sera en gros là toute sa vie, qui sera son double, sa confidente, qui serait comme une deuxième partie d'elle-même en fait, qui sera plus que sa sœur, enfin qui sera pas une servante non plus en fait, et c'est quelqu'un qui vient du peuple et quelqu'un qui est choisi en étant né une journée après la princesse. Donc on a Calvina avec Luftilde et dans la lignée de Véridienne, on a la princesse Malvan. Et le roi Aldemar fait de la merde puisqu'il ramène, enfin elle a 2 suivantes, elle a une suivante qui est née 2 jours après elle et donc c'est pas censé être possible, qui s'appelle Nercès. Et donc le peuple commence à dire non non c'est pas ce qu'on veut, du coup le roi se met en route et va chercher une suivante qui serait née le jour d'après sa fille et qui s'appelle Catel. Donc voilà, donc on a une princesse déjà qui a 2 suivantes et c'est pas hyper normal, une autre princesse des Éponasses du coup qui a une suivante mais qui est chassée de son royaume d'une... Voilà, j'en dis pas plus mais elle est obligée de venir à Véridienne, donc elles sont toutes les 5 ensemble. Et on a le prince Aldemort qui est le grand frère de Malvan, qui est donc le prince héritier de Véridienne. Et il est pensé mort, et peut-être qu'il l'est pas. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait 15 ans qu'il a disparu dans une guerre à l'Est. En fait, une guerre, son père l'avait envoyé à l'Est, guerroyer, et il est jamais revenu. Et donc c'est hyper bizarre. J'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré cette fantaisie en fait, les personnages sont hyper bien travaillés, on a des personnages super complexes mais super réalistes, et des personnages auxquels on s'attache mais qui font des choses aussi, on est tiraillé, on sait pas trop ce qu'on en pense, on a quand même une certaine distance parce que les 2 voix principales sont Luftilde et Nercès, puisque c'est des extraits notamment de leurs journaux, en fait il y a aussi des extraits des journaux de Catel et tout, et notamment les 2 princesses et la royauté en général, c'est des paroles rapportées en fait par ces 2 filles du peuple qui ont été choisies pour côtoyer la royauté. Donc c'est hyper intéressant. Je peux vraiment pas vous en dire plus donc je vais m'arrêter là malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé ce que ça disait et j'ai trouvé que c'était hyper particulier, je sais pas comment vous le dire, voilà, j'ai trouvé ça original. Je lis aussi moins de fantaisie en français francophone que j'en lis en anglais. Je lis beaucoup de fantasy young adult anglophone et donc j'ai trouvé que c'était hyper... Elle avait une voix hyper distincte en fait, Chloé Chevalier, et une écriture très particulière avec des personnages qui ont une voix aussi qui est hyper reconnaissable et j'ai adoré ça. Et c'est de la fantasy adulte francophone que je ne lis quasiment jamais et en tout cas j'ai adoré, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Et enfin j'ai fait une petite relecture, j'ai fait une relecture de The Raven Boys de Maggie Stiefvater.
et j'avais trop envie de relire ce tome 1 et je n'ai pas été déçue, voilà, j'ai compris, enfin c'est toujours une saga coup de cœur et je suis toujours très amoureuse des personnages et j'adore aussi du coup relire mes bouquins et voir les indices qu'on nous avait laissés en fait, euh, par rapport notamment à un des personnages principaux, un des garçons, et en fait depuis le début il dit un truc et en fait quand on le lit pour la première fois on fait pas gaffe à ce qu'il raconte et on pense pas que c'est un indice, mais en fait en le lisant la deuxième fois on fait ah mais si en fait c'était un indice donc pourquoi je l'ai pas relevé. Et donc c'est hyper intéressant, enfin j'adore relire mes bouquins et j'ai adoré relire The Raven Boys qui est l'histoire quand même de quatre garçons qui sont à l'école qui s'appelle Eglinby dans la ville d'Henrietta. Henrietta, ah c'est moche, Henrietta, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le personnage principal, ouais, le personnage on va dire qui déclenche tout c'est Genzi et il a lu que dans les montagnes à côté de Henrietta, il y avait un roi gallois qui avait été amené ici au 15e siècle. Et en gros, il dort, il est juste endormi et quelqu'un, grâce à la magie plus ou moins, doit venir le réveiller. Et si la personne peut le réveiller, le roi lui accordera une faveur, lui accordera un vœu. Et on a donc ces quatre personnages masculins qui sont dans la même école et qui rencontrent ce personnage féminin qui s'appelle Blue et qui va les aider dans leur quête de Glendower, c'est comme ça que s'appelle le roi gallois. Et elle est la fille de Psychic. Des personnes qui voient, voilà, toute sa famille, c'est des femmes qui voient l'avenir, qui sont pas des sorcières, je dirais pas ça, mais elles lisent voilà, les cartes de tarot, elles voient l'avenir, elles peuvent voir dans les miroirs des choses, elles ont des pressentiments, enfin bref, voilà, elles ont un peu un sixième sens, on va dire, et donc c'est hyper intéressant, et c'est un livre que j'adore, c'est une saga que j'adore, et voilà, je l'ai relu, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tous les livres dont j'avais à vous parler pour cette vidéo. Rendez-vous vendredi pour ma review hyper énervée d'un livre qui est derrière moi et que je ne vous montrerai pas. Mais si vous me suivez sur Goodreads, vous avez vu, il y a des gens qui ont commenté ah oui quand même, genre qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vais vous expliquer dans la vidéo review de vendredi ce qui s'est passé avec ce bouquin. En tout cas, je pense que c'était nécessaire de faire une première partie à ce bilan lecture du mois de mai parce que comme vous le voyez j'ai déjà beaucoup parlé et la vidéo est déjà extrêmement longue. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, qu'est-ce que vous en avez pensé, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.